Bon matin, bon midi et bonsoir à tous. Bienvenue à ce énième épisode de nos discussions entre fabulistes. Mais plus que le chiffre, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que, en plus, c'est Phil, des Contes et Dés qui nous mentionnait ça. Ça fait 1 an que le projet des fabulistes est officiellement commencé. C'est assez incroyable. Yeah. Quand on y pense, ça fait déjà 1 an. Ouais. Le temps ça va vite. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Puis justement, parlant d'aller vite, on va rentrer dans la discussion. Puis je vais vous demander, dans l'autre histoire, de me confirmer si vous entendez bien Kérosène et Phil lors de leur présentation, histoire que j'ajuste le volume au besoin. Alors, commençons avec Phil, tiens. T'es qui, toi? Puis on te retrouve où? Bonsoir, bonjour, je suis Philippe des Contes et des Dés, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis créateur de contenu multimédia, principalement sur YouTube, mais aussi créateur de contenu numérique à l'aide de fichiers et autres, et bientôt créateur de contenu physique, parce que je vais avoir, cette semaine, devrait être livré Grift l'infesté en version physique. Fait que tout devrait être parfait pour l'avoir pour Draconis. Et si tout va bien, je vais aussi avoir des exemplaires de Panique intersidérale et Lovelace Resort en format zine, un petit magazine qui va être offert aussi. Et ben là, je suis en train de travailler aussi sur une petite boutique puis un petit fort wall. Je suis en train de regarder ça. J'ai trouvé ça comme option parce que de nos jours, c'est pas facile de trouver des sites pour les créateurs de contenu qui ont un minimum d'éthique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Patreon a annoncé ouvertement que tout ce que vous mettez dessus va servir à entraîner son IA. Oh. En même temps, il y a des diffuseurs de contenu qui utilisent le Patreon, mais qui s'est hébergé, tu sais, sur autre chose, ailleurs. À la limite. Ouais. Fait que... Ouais, c'est ça, c'est comme... Mais bon, même affaire, regardez, en même temps, là, hier, YouTube, Alphabifto est allé faire des courbettes devant l'administration Trump aussi pour dire qu'il allait remettre en ligne la désinformation puis des créateurs de contenu qui avaient enlevé pendant la COVID parce qu'ils faisaient juste spreader de la désinformation. Fait que il n'y a aucun géant qui reste debout. Tout le monde se courbe. Alors, ça devient de plus en plus difficile d'être éthique dans nos décisions de tous les jours. Comme quoi, ça nous prend des vrais héros, comme dans nos campagnes de jeux de rôle. C'est ça que j'allais dire. Contre la tyrannie. Ben, c'est ça. Faut être aussi héroïque que nos personnages quand le temps le demande et le temps le demande. Et parlant d'héroïsme, Kérosène, t'es qui, toi? On sait qu'on te retrouve. C'est comme Phil, moins bien dit, puis pas physique. Moi souvent. Non, mais dans le fond, j'ai une chaîne de jeux vidéo sur Twitch. J'ai la chaîne Histoire d'un soir consacrée aux jeux de rôle sur YouTube. Puis j'essaye, quand le temps le permet, de créer du contenu multimédia. Pour l'instant, un système de jeu de rôle adaptable qui a énormément de projets à venir, mais les projets se bousculent. Fait que pour l'instant, il y a la game qu'on a ensemble de Quick Access qui continue. Sinon, c'est des aventures ponctuelles qui vont se poursuivre sur la chaîne YouTube. Excellent, excellent. Puis si vous écoutez cette vidéo en rediffusion sur la chaîne des Contes et des Dés, ben moi c'est Joueur sans fromage et je stream aussi des jeux vidéo, des jeux de rôle sur ma chaîne Twitch. Aussi, les rediffusions de ces parties de rôle sont maintenant sur ma chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Mais ce soir, écoute, on ne va pas trop se tarder sur la présentation parce qu'on a des bons sujets encore là, qu'on avait commencé la semaine passée puis qu'on va continuer à élaborer. On n'a pas d'invités ce soir qui se joignent à nous, mais je pense qu'à nous trois, on n'en manquera pas non plus. Phil, ça te tente-tu de nous inaugurer la chose? Oui, ben la dernière fois, on avait plusieurs sujets à parler, mais on a surtout parlé 90% du temps de Daggerheart. Mais en même temps, c'est tellement un gros behemoth. C'est tellement un gros behemoth, c'est dur d'outrepasser cette discussion. On avait commencé à discuter par rapport à tout ce qui est les noms
les noms derrière un jeu, les maisons d'édition, est-ce qu'une marque, un estampe ou quelque chose avait un impact? Fait que je vais pas mal revenir un peu sur cette question-là parce qu'on l'avait vraiment juste effleuré à la fin complètement. D'ailleurs, si vous trouvez que ma voix est un peu différente, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé, c'est les joies de l'automne. Mais bon, est-ce que le nom d'un gros éditeur sur un produit joue sur votre perception? C'est comme, mettons, on parlait de Dagger, Darrington Press, c'est Wizard of the Coast, Kairozen. Est-ce que ça fait en sorte que ça a un impact sur votre perception, vos décisions? J'achète pas. Ça vient-tu chercher quelque chose en vous? Ben, je pense que je vais briser la glace avec ça en disant que oui, ça a un impact. L'impact n'est pas nécessairement gros. Puis si je prends le temps de réfléchir, l'impact est quasi nul. Sauf que, tu sais, souvent le marketing, c'est pas quand tu réfléchis, c'est quand tu réfléchis pas que ça fonctionne. Tu sais, tu peux te dire, j'ai pas besoin de la barre de chocolat quand tu vas à l'épicerie, mais quand tu passes 5 minutes en file d'attente puis que tu vois la barre de chocolat qui est là puis qui te regarde, t'as vraiment plus le goût. Tu sais, quand je me promène sur un site aléatoire ou que je vois un Kickstarter qui passe ou que je m'en vais, par exemple, à un commerce de jeux de rôle local, puis que je vois un bouquin là, je suis pas mal plus influencé par la proximité puis l'immédiatité. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. L'accessibilité. Je pense que ça existe. Mais en fait, le fait que je puisse y avoir immédiatement accès, que je puisse l'ouvrir, le feuilleter, puis ceux qu'on peut avoir accès immédiatement puis qu'on peut feuilleter dans nos mains dans un commerce, c'est souvent les gros noms, parce que c'est eux qui ont le budget de le faire. Fait que c'est pas à cause qu'il y a un gros nom, ma perception de la chose est influencée, c'est parce qu'ils ont un gros nom, il est accessible pour moi pour que je puisse le feuilleter puis y avoir accès facilement. Fait que je dirais que ça n'a pas... On va dire, j'ai pas plus confiance au produit, mais plus qu'il est enfoncé dans ma gorge directement, ben, il est là, puis je suis plus porté à le consommer. Mais mettons, tu parles de boutiques et autres, il y a des boutiques plus spécialisées quand même, là. Jeux AZ, les Gamer Spot de ce monde, Boutique Imaginaire, Valet de Cœur, Abyss et compagnie. Il arrive aussi qu'il y a des petites publications, des petits noms, qui sont des moins grosses et des maisons d'édition, que genre, ils n'ont pas une rangée complète à eux. Leurs livres sont aussi disponibles physiquement et tu peux les regarder d'autres. Mais est-ce que tu as tendance à les chercher ou aller les chercher, les tirer ou à les ouvrir, ou tu vas vraiment plus comme genre, hey, je suis familier avec le gros Darrington Press ou Wizard of the Coast. Ouais. 2 points là-dedans que je dirais, puis encore une fois, c'est plus de l'inconscient. La petite entreprise qui a réussi à avoir de quoi de physique dans une boutique va pas être mis autant en avant que Wizard of the Coast, que Darrington Press et tout. Fait que les chances que je le vois comme ça aléatoirement sont plus faibles. Je suis aussi, encore une fois, très sous-conscient. Ça me parle, moi, une page de couverture. Fait que si ta page de couverture me parle pas, je vais être beaucoup moins porté à aller regarder puis à l'ouvrir. Pourtant, j'ai des jeux de rôle, il y a des expériences incroyables qui ont soit peu ou pas de détails sur la page de couverture puis que normalement, ça m'intéresserait pas. Mais c'est sûr que si moi, on va dire, je magasine, pas tant nécessairement, mais tu sais, si j'observe, si t'es pas capable d'aller chercher mon intérêt, c'est rare que je vais regarder. Puis encore là, tu sais, c'est pas... Tu sais, on dirait que je navigue sur la limite de ta question à chaque fois, là, parce que, dans le fond, c'est que... Ben, faut dire que de base, je consomme presque uniquement du Donjon et Dragon parce que c'est ça que je connais, c'est ça que le monde veut que je roule, puis c'est ça que je roule depuis presque 20 ans maintenant. Plus que 20 ans, tabarouette. Fait que c'est sûr que ça fait partie de ma vie. Je joue à beaucoup d'autres systèmes, mais je ne DM que du Donjon et Dragon. Du moins pour l'instant. Fait que c'est difficile pour moi d'aller ouvrir des... C'est difficile pour moi d'aller ouvrir des livres comme ça qui viennent d'indépendants, qui n'ont pas un gros nom, parce que ça arrive juste pas. Je le fais pas consciemment. Manque d'opportunité ou manque d'intérêt? Je pense que c'est un manque d'opportunité.
Parce que un de mes favoris présentement, c'est la campagne basée sur le système des 6, là, Forge in the Dark, là, la campagne Band of Blades. Ça, c'est comme mon petit dada. Là. Je veux tellement la rouler, cette campagne-là. Puis, tu sais, c'est une petite affaire, là. Tu sais, c'est pas gros, là, la personne qui a fait ça. Là, ça reste Forge in the Dark et tout. Tu sais, c'est un système qui est connu dans le domaine du jeu de rôle, on va dire, hors mainstream D&D. Mais c'est ça, tu sais, jamais je l'aurais connu. Alors, je l'aurais joué si c'était pas quelqu'un qui m'a dit « Hey, viens jouer à ça avec moi ». OK. C'est bon. Private Eye te mentionne si tu arrives dans une boutique, tu bouquineras pas pour voir. Puis l'owner mentionne qu'il y a Wizard de 95% de la visibilité. Même un produit D&D fait par un third party génère beaucoup moins de visibilité, même si ça a la marque D&D. Très bon point. Très bon point. Puis justement, tu sais, ça va être du D&D. Ça va être même du D&D 4e édition. Il y en a encore des fois là, sur les étagères. Puis des third party. Puis encore là, après ça, une fois que tu as passé D&D, puis les third party, là, tu vois les autres, on va dire, indépendants. Fait que c'est ça. Il y a comme une espèce de muraille qui t'empêche de les voir un peu par accident. Puis oui, je bookine, pour répondre à Private Eye dans le chat. Je bookine, mais tout ce que je bookine, on dirait qu'il faut que je plonge profond pour avoir autre chose que du Donjon et Dragon. Mettons là, que je tombe pas sur Donjon et Dragon, je tombe sur du Warhammer. Tu sais, ça reste quand même un behemoth, là, Warhammer. Mais je sais pas, moi, tu vois, quand je bookine, tu sais, quand je vais dans un magasin physique, souvent, je m'arrête pas devant ceux que je connais. Où je regarde les petits, tu sais, moi, je vais être plus peut-être tactile, attiré par les couleurs ou la beauté du livre, peu importe quoi, là, tu sais. Puis justement, ça, c'est pour ceux qui commencent à apprendre à me connaître, qui cherchent des systèmes peut-être moins longs à lire, mon côté qui aime pas tant lire. Des fois, je vais surtout être charmée par les plus petits livres pour essayer de les voir, je les feuillette, s'ils ont l'air d'être intéressants. Mais, tu sais, ça s'est jamais arrivé vraiment que je l'achète. Mais, tu sais, en même temps, est-ce que j'achète les livres de Donjon Dragon systématiquement? Oui, donc j'ai pas besoin de regarder, j'ai pas besoin de les feuilleter, mais tu sais, c'est un peu comme décision de couple qu'on les achète ensemble depuis qu'on sort ensemble, là. Fait que de facto. Mais tu sais, mais on n'a pas acheté tous les livres de D&D malgré tout. Mais même les campagnes, je sais pas, je pense qu'on dirait que D&D, on sait tellement à quoi s'attendre que moi, quand je bookine, je vais pas tant dans ces livres-là. Tu sais, puis tu vas toujours avoir... c'est intéressant, on parlait de disposition dans les magasins, tu sais. T'as la ligne Warhammer, t'as la ligne World of Darkness. Puis on dirait que souvent, ils sont ensemble, puis je fais juste skipper celle-là parce que c'est comme... Oh! Ils sont tous beaux. On dirait que je me perds dans le... Ils sont tous beaux, ils sont tous clean, puis plein de mots avec 250 pages. Je suis comme... Genre, charmez-moi avec quelque chose que j'ai pas besoin de passer 50 heures pour préparer une game ou apprendre le système, puis comprendre le setting, puis tu sais... Donnez-moi 60% de table de rencontre que je puisse rouler mes games aléatoirement, tu sais. Ben, tu sais, non, mais c'est comme l'équilibre, là. Mais mettons, on va dire, c'est lequel, là, des petites souris qui sont cute, puis que... Il y a un... Mouse Ritter. Ouais, mais je mélange Mouse Ritter puis un autre. Puis je pense que Mouse Ritter, je l'ai essayé, puis je trouvais que les combats étaient weird, là. C'était moins mon genre. Mais... tu sais, c'est ça. Puis des fois, tu sais, bon, là, t'as les cartes avec, puis les affaires, tu sais, je suis très tactile. Tant qu'aller dans le physique, moi, j'aime ça, les petites affaires. Fait que... j'aime, tu sais, fait que quand on parle de boutique, je suis plus que ce genre-là. Alors que, mettons, feuilleter puis chercher des marques, j'aime ça aller sur Itch.io parce qu'il y a plein d'affaires weird, puis comme 5$. Genre, tu découvres des trucs random, plein d'affaires gratuites ou de. Je trouve qu'il y a un charme là-dedans à découvrir un peu les folies à tout le monde. Puis, mais je suis plus genre, moi, c'est si j'ai eu une bonne expérience avec une marque, tu sais, comme là, Gauntlet, je l'ai découvert parce que, je sais plus, c'est sûrement Pépé qui m'a recommandé, il m'a recommandé les affaires. Puis, tu sais, après ça, j'ai fait, hey, je trouve ça vraiment le fun. Fait que là, je suis juste comme, aller acheter ou regarder d'autres affaires de Gauntlet.
Ou tu sais, fait que je regardais qu'est-ce qui est recommandé. Des fois, il y a des aventures. Ben, c'est ça, pipi dans ton entourage. Je pense qu'il m'a fait acheter mes récentes aventures. Mais tu sais, il y a aussi des trucs, genre, j'avais fait quelques Kickstarter, mais ça n'a pas toujours été des expériences positives au sens où des fois, j'ai jamais revu mon argent. Des fois, c'était clairement. Des fois, c'était over the top. Tu sais, comme 800 pages de système, puis t'es là, ah, je m'en sac. 800 pages de nouvelles règles à ajouter à Donjon Dragon. Je suis là, oh non! Fait que des choses comme ça que. Mais j'ai eu des expériences très positives, comme le produit que j'avais acheté, que j'ai montré physiquement à JSF, justement. Là, c'était le fameux. Ça se devait être des cartes puis des mécaniques pour pouvoir faire du crafting dans les. C'est le Eliana's Guide to. Monster Hunting? Quelque chose du genre. Puis là, tu peux décider d'attraper des Pokémon. Tu peux décider de faire. Fait que quand tu tues les monstres, ça te donne des trucs. Puis là, tu peux te crafter des objets magiques avec tout ça. C'est genre, ah, ben nice. Puis là, tu as des petites cartes, des petites affaires. Je vais l'acheter, je vais le backer. Là, l'autre fois, je regardais. J'ai-tu d'autres Kickstarter qui s'en viennent? Ah oui, celle-là, je pense que je l'ai kickstarté. Je vais sûrement avoir des PDF. Puis là, je regarde. Je j'ai payé le physique à ce prix-là. Fait que là, j'ai reçu une belle boîte avec une belle enveloppe. Tu sais, ils ont vraiment mis de l'amour. Les cartes sont belles. Tout est super beau. Il y a littéralement 500 pages de règles que je lirai jamais. Ça m'a complètement découragée. J'ai fait, OK, je sais pas si je vais m'en servir. Ça m'a tué bien raide parce que moi, dans ma tête, j'ai acheté un supplément puis plein de beaux petits accessoires pour agrémenter mon jeu D&D. C'était un complément. C'était pas comme plus de règles. C'est un setting complètement différent, ouais. Il y a beaucoup de monstres custom puis d'affaires comme ça, nouveaux objets magiques. Mais, puis tu sais, des beaux paquets de cartes, tu sais, ils ont mis de l'amour là-dedans. Là. Puis là, tu l'ouvres avec ton petit collant comme si c'était scellé, puis tu sais, bravo, blabla. Tu sais, il y avait vraiment un hype au unboxing, ce que j'ai rarement eu en achetant un produit comme ça. Ce qui fait que cette compagnie-là, qu'il faudrait que j'en vérifie le nom, je continue d'aller occasionnellement sur leur boutique parce que je me suis dit, ils font des beaux produits, tu sais. Fait que c'est là, moi, c'est plus, je pense, lié à l'expérience que j'ai eue, ou si je sais qu'eux, j'aime leurs histoires. OK. Fait que toi, dans le fond, ta réponse à la question, c'est vraiment un cas de si j'ai eu une bonne expérience avec eux, ça, peu importe soit un gros ou pas, c'est. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça te ralentit de tenter l'expérience? Parce que là, tu l'as fait avec eux, tu les connaissais pas avant. Est-ce que ça t'a ralenti ou t'as juste vu le Kickstarter? Ouh, des belles images, puis hop, t'as kické et t'as starté la page. Ouais, y a-tu une hésitation, c'est ça? Y a-tu un moment de pause? Y a-tu une réflexion supplémentaire? Des fois, c'est je le regarde. Ben, tu sais, là, je suis en train de dîner, je vais regarder plus de détails. Visiblement, j'ai pas lu le nombre de pages qu'elle a à avoir. Mais c'est très rare que j'achète quelque chose compulsivement. Daggerheart, ça m'a pris 5 minutes l'acheter. Mais à moins que, tu sais, vraiment. Ça, c'est vraiment parce que, tu sais, ça touchait plein de trucs que j'étais vraiment bien résolu sur des choses que je cherchais dans un système. Puis autant, tu vois, je vais bouquiner un livre, puis la première chose que je fais, je m'intéresse à un système, je vais voir la feuille de personnage. Si je descends, non. Après ça, j'en nommerai pas d'autres pour pas faire de peine à personne. Mais il y a beaucoup d'affaires qui me découragent vite. Parce que, tu sais, s'il y a trop de compétences, s'il n'y en a pas assez, s'il n'y en a pas assez ou pas, ça dépend, parce que des fois, tu vas avoir une richesse dans le système quand même, là, mais des 35 compétences. Mothership, il est. C'est descendant. Ben non, mais tu sais, il y a tellement d'alternatives. Mais si vous l'aimez, c'est correct aussi. Chacun son fun. C'est une question de goût rendu là. C'était le bleu ou le vert, on s'obtiendra pas là-dessus. Je pense qu'il y a un aspect préférentiel aussi, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Comment dit, ce que t'aimes pas, c'est genre les Call of Cthulhu et le BRP là, avec genre 50 scores à pourcentage, incluant ton crédit, toutes les connaissances possibles et tout. J'aime pas. C'est comme la caricature, parce que dans Baldur's... Tu sais, toutes les memes de Baldur's Gate, je trouve que c'est pas tant ça, les Baldur's Gate, que la personne va se brosser les dents puis elle tombe à terre. Mais dans les systèmes style Call of Cthulhu,
j'ai ce sentiment-là. Tu vas te brosser les dents, puis tu tombes à terre, t'es genre, voyons, tabarnak. Ah, tu vas chercher un livre à la bibliothèque, t'es genre, j'ai mis quand même des points là-dessus, là, fait que j'ai 25% de chance de trouver un livre. Je sais que tous les gens vont dire, oui, mais ça dépend de ton DM, mais c'est tellement complexe à ajuster pour que ça soit bien balancé que, in the end, tu finis toujours par tomber en brossant les dents. Puis t'as tellement de compétences. Je vous dis, là, dans la vraie vie, là, ça marche pas de même. Bref, on joue pas à Cthulhu 7e édition avec Caro. On va jouer à Cthulhu Hack 2e édition. Ah ben, j'aime tellement les histoires que je vais juste fermer ma gueule puis jouer puis être contente pareil. Mais c'est ça. Moi, puis vous le savez, j'accroche beaucoup sur les aspects de système. Alors, ça va être la première chose que je vais vérifier avant. Mais rien n'empêche, des fois, rien n'empêche que si l'univers t'intéresse, que tu prennes cet univers-là puis tu l'adaptes avec un autre système. Là. Ouais, il y a tellement de systèmes. Là. C'est sûr que tu as des choix. Pour revenir à la question, puis je pense que c'est pas mal mon dernier point que j'ai là-dessus, je pense qu'ironiquement, à partir de maintenant, c'était pas vrai avant, mes réponses, comme je te le disais tantôt, c'est comme c'était avant. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est rendu... fait un homme nouveau depuis absolument maintenant. Ben, c'est pas maintenant, mais je te dirais depuis quelques mois, c'est rendu l'inverse. Si je vois Wotzi, je vais être moins intéressé à consulter l'affaire. Hasbro a tellement mis leurs pattes là-dedans, puis Wizards of the Coast ont sorti tellement d'affaires bidons, avec D&D Beyond aussi, comme ils ont eu aucun win ces dernières années. Leur seule victoire, c'est au travers Baldur's Gate 3 qui ont réussi à fumbler en plus. Fait que tu sais, pas que Baldur's Gate 3 a fumblé, c'est Wizards au travers Baldur's Gate ont réussi comme à chier des affaires. Bref, je suis de moins en moins intéressé à vouloir supporter Wizards of the Coast. Et donc, maintenant, je pense que suite à notre discussion maintenant qu'on vient d'avoir, là, je vais être beaucoup plus porté à aller checker les places. Faire comme Caro, puis skipper, faire aller voir ailleurs. Mais il y a aussi le fait que tu dis que ta prochaine campagne ne sera pas Donjon Dragon. Ça doit avoir une incidence aussi. Oui. Ben, comme je dis, ça fait au-dessus de 20 ans que je roule du Donjon et Dragon. Je suis pas tanné de Donjon et Dragon nécessairement, mais je suis hypé à essayer autre chose. L'honneur, je pense qu'il est un petit peu d'accord avec ça, mais il aime de plus en plus des systèmes ultra lightweight dans le style FKR avec juste un D6 ou les stats ou autre. Puis voilà. Effectivement. Mais on va continuer par rapport à comme un espèce de sous-point. Est-ce que cela a aussi une incidence sur la qualité finale du produit ou sur notre perception de la qualité finale du produit? Le gros nom, toujours. Ben, c'est sûr que, mettons qu'on prend juste le côté visuel, j'ai envie de dire oui. Visuel? Hey, non, mais tu compares genre Morgborg à... Tu sais, il y a tellement des plus petits noms. Ben là, j'ai nommé, ils sont pas si petits, mais comparé à Wizards of the Coast, là, c'est tout à ça. Mais en plus, Wizard commence à utiliser de l'IA pour faire leur propre visuel. Fait que, tu sais... peut-être que si les pages sont plus résistantes, peut-être, mais encore là, maintenant... T'as tellement des beaux produits, là. Ben oui. Tu sais, comme ton truc de Monster Hunting avec les objets, le crafting qu'il peut avoir, tes cartes sont super belles. Bon, c'est pas une petite compagnie quand même, Dark Press, sont nouveaux, mais on va pas dire qu'ils sont petits. Ça reste quand même que c'est vraiment beau aussi, leur setup, là, les cartes pour Daggerheart. Mais je pense que j'ai comme... Je pense que plus que j'en parle, plus je me rends compte que j'ai passé ma phase de je veux que ce soit beau. Je veux juste que ce soit le fun. Ouais. C'est fun ou que ça respecte bien le thème sans être léché nécessairement? Ben, je pense que les deux vont un peu de main dans la main maintenant, dans ma tête, là. Mais je pense que fun, c'est le plus important. Puis si je veux un jeu qui va être vraiment léché dans son thème, ben c'est ça qui va être fun pour moi à ce moment-là, tu sais. Ça dépend de ce que tu cherches aussi. Je pense que, tu sais, j'aime mes amis achètent tous les livres qu'ils trouvent beaux. Puis ça nous fait faire des belles découvertes pareilles, tu sais. Ultimement, c'est comme ça. Ben, tu sais, il a acheté comme ça un peu Wild Sea, qui est un super univers, là, de bateaux volants, les gens jouent des bêtes très étranges, une race d'hommes insectes, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est un beau jeu. Après ça, quel que je voulais dire comme ça? Quest, qui était nice aussi.
le livre était pas tant beau que ça, mais il était pas particulièrement beau du tout en fait, mais le concept était vraiment cool. 70, je sais pas si vous connaissez le jeu de rôle. Je trouve que le système de règles était merde. Genre, maintenant que j'ai joué, je trouve que c'est vraiment bidon puis que ça fait comme pas vraiment de sens. C'est un jeu qui était voulu narratif, mais que ça marchait plus ou moins. Oh, avec la spirale des dégâts puis les dés qui explosent, mais là, plus t'es blessé, plus les dés des ennemis explosent, puis en tout cas, ouais, c'est crunchy quand même. C'était juste comme, mettons que tu voulais faire quelqu'un qui se battait, puis t'étais pas un dueliste, tu peux juste gagner aucun combat, genre contre un. En tout cas, bref, Song of Fire and Ice, c'était exactement ça. Là. Ouais, ça pour avoir joué, là, si tu te spécialises pas, tes chances de survivre sont. Je suis un personnage social, là, puis je cassais n'importe qui en deux, genre je faisais pleurer avec un jet de dés, puis je me faisais tuer avec un coup de cuillère. Fait que, ouais. Au niveau de la qualité, je pense qu'aussi. Il y a des livres, même professionnels. J'ai des livres de Donjon Dragon, là. Genre Prince of the Apocalypse. Tabarnak, que c'est mal écrit. Tu sais, il y a une équipe en arrière de ça, là, puis je trouve pas l'info, il y a rien de logique, tout est placé. Tu sais, il y a ça aussi, là, je pense que même si on dit peu importe le setting est bon, les règles sont bonnes, mais si tout est all over the place, là, comme DM, là, t'es retrouvé. Ben, en même temps, je dis ça, puis il y a des. C'est quoi les jeux que. Mettons. Quel jeu j'avais fait ça? Descent ou. C'était un board game, genre Call of Cthulhu, là, qu'on a GSF. Mais il y a tout le temps quelqu'un de brillant qui va des fois te faire un résumé ou un écran du maître. Là. Fait que des fois, tu peux compenser, je pense, sur cet aspect-là, mais. C'est ça. Non, c'est quand même bon. Mais c'est que tu parles de des over the top, là, mais c'est que ça, c'est peut-être aussi le fait qu'ils sont gros. On a appris quand même ici et là qu'il y a souvent des gros modules ou autres chez Wizard of the Coast qui sont compartimentés par des équipes. Même si c'est une aventure globale, t'as genre une équipe qui va écrire les niveaux 1 à 3, un autre qui va écrire 5 à 6. C'est comme. Tu sais, des fois, ils peuvent même comme un peu sous-traiter une zone optionnelle. Tu sais, c'est telle personne qui va la faire. Fait que, c'est comme genre, c'est tellement gros qu'il fonctionne des fois comme ça. Puis c'est peut-être pour ça que ça manque des fois de cohésion. On dirait qu'il manque quelqu'un qui passe en arrière puis qui va comme tout harmoniser. Ou ouais. Moi, il y a des quests que littéralement j'ai cherché. Puis je suis retourné en PDF, je vais être CTRL F. La solution, mettons, il est où le corps, je pense, du chevalier qu'on cherche? Là? Puis il est nulle part. Il est pas nulle part. Il est même pas prêt. Un oubli. Un bout comme ça, je pense que tu sais où le trouver, mais tu sais pas qui le cherche. Il y a de quoi, là, tu sais, des loops. Ils ont commencé une quête puis ils ont oublié de la finir, tu sais. Oups. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Horde of the Dragon Queen et Prince of the Apocalypse, ils ont des errata en ligne où est-ce que des fois ils corrigent littéralement les encounters. Ils disent comme ouais, ça devrait pas être des green slad, là, faudrait que ça soit genre des trucs de 10 à la place. T'sais, des choses comme ça. Là. C'est fou à quel point. Puis ça, c'est les deux campagnes que je sais. Horde of the Dragon Queen était quand même très problématique aussi. Je l'ai jamais roulé, mais je l'ai lu puis je comprenais rien de ce qui se passait. D'où la raison pourquoi je l'ai pas roulé, justement. Ouais, ils l'ont reprint aussi. Les deux livres en un seul livre, puis ils l'ont reprint pour un anniversaire, incluant les errata, justement, parce que je pense de mémoire, même la quête d'introduction avait une errata. Tu sais, c'est comme, tu te rends compte, tu commences l'aventure, puis il y a déjà des problèmes. Tu fais comme, ouais. Bon. OK. Puis, tu sais, on parlait beaucoup des gros noms et tout, mais tu sais, est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages à avoir une petite distribution ou un nom moins connu? Tu sais, on parle justement de tous les gros noms, toutes nos attentes, la perception, le budget, la manière que ça fonctionne, les équipes de travail. Pensez-vous qu'il y a aussi, à l'inverse, des avantages à avoir une petite distribution puis un nom qui est moins gros? Oui. Je pense honnêtement pas qu'il y a d'avantage à avoir un petit nom inconnu, à part pour les hipsters vraiment qui vont juste acheter les inconnus, là. Arrêtez de dire que ce que j'aime, c'est hipster. Moi, ça attend tout le temps, là, ma gang de haters. Non, mais c'est correct si ce que t'aimes, c'est tout le temps des choses pas connues. Si tu ne fais que magasiner des choses parce qu'ils sont pas connus, c'est pas la même chose.
Ouais, alors je comprends ce que tu veux dire. C'est ça la Mais nuance un peu, là. C'est que des fois, ce que je trouve qui est cool quand c'est des plus petites équipes, c'est que c'est plus cohérent. Puis Ça, c'est un excellent point. plonge dans une couleur très spécifique, alors que des fois, les grosses équipes, mais ça va avec... tu sais, t'es obligé quand t'as une grosse équipe, ben ça dit des salaires, ça dit que c'est leur job à temps plein, puis ça dit qu'il faut que ça soit plaisant pour un plus grand marché, puis c'est correct, tu sais. Fait que, mais des fois, ça implique aussi que c'est un peu plus gris en termes de... Tu sais, en termes de, je veux dire, de saveur de monde, là, tu sais. Tu veux dire ça va être un peu plus fan, ils vont moins oser, ils vont moins prendre de risques, c'est ça que tu veux dire? Oui, puis à mon sens, ils vont moins détonner. Tu sais, puis je m'étends pas trop sur Daggerheart, mais tu sais, je trouve que ils détonnent au niveau de certaines affaires qui font que c'est rafraîchissant. Je pense qu'on avait nommé le mot rafraîchissant. Fait que pour des grosses compagnies, à un moment donné, tu sais, World of Darkness, tu sais, j'aimais ça au début, mais j'ai commencé à jouer avec ça avant Donjon Dragon. Puis, tu sais, c'est correct, là. Genre, ils ont ressorti 14 fois les mêmes affaires en changeant les noms. Puis, ben, c'est une opinion personnelle, là, je veux dire, encore une fois, mais je sais que je peux blesser les gens qui vont dire « Ah, mais telle édition, c'est tellement hot ce qu'ils ont sorti. » Mais à un moment donné, réapprendre la même chose, t'es là, ben, j'aurais aimé ça, moi, garder ma deuxième édition puis apprendre d'autres affaires de World of Darkness, c'est... L'affaire, c'est ça, c'est que plus que t'es gros, comme tu dis, moins qu'ils peuvent prendre de risques parce qu'ils ont des salaires, ils ont des employés, il faut qu'ils... Ah, à leur place, je fais la même affaire, tu sais. C'est 100% compréhensible, mais ça donne D&D 2024 qui ont tellement pas voulu dire que c'est la 6e édition pour être sûr que le monde l'achète quand même en se disant que c'est rétro-compatible avec la 5. Ça l'est pas. T'sais, oui, ça l'est, mais ça l'est pas rétro-compatible. Là. Comme les deux rule sets fonctionnent pas ensemble. Moi, tu sais, je suis vraiment d'accord avec le fait que quand t'es une petite compagnie, c'est un projet de passion, puis t'as pas besoin de faire de compromis. T'as pas besoin de dire, il faut que je fasse ça, parce que si j'ai pas 20 millions de ventes, je serais pas exporté à tel pays, puis j'aurais pas ci, j'aurais pas ça. C'est comme, tu fais ton projet, c'est vraiment cool, puis si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, ben c'est plate, mais tu sais, ça fonctionne pas. Tu parles plus de projets un peu personnels, là, pas d'une petite boîte d'édition, là, mettons. Là, une petite boîte, là. Ben, t'as-tu un exemple, mettons, d'une petite boîte, parce que je suis pas tant connaissant. Mettons, c'est sûr que là, c'est plus dans la traduction, ouais, mais c'est ça, Mothership, les débuts de Free League, les débuts de Morborg, les publications de 12 Singes, Arcane Publishing, nos voisins de l'Europe, c'est quand même des équipes. Puis, mettons, si on parle de local, qui sont au minimum une équipe atelier Wendigo, ils sont quand même 3 qui font ça pour leur salaire. Okay. C'est ça. Mais c'est sûr, c'est sûr que quand c'est un projet hobby, ouais, c'est vrai que tu cours moins de risques. La seule chose que tu as perdu, avec des guillemets, c'est ton temps puis quelques investissements peut-être. Mais quand tu as quand même des investissements qui sont mis, je dirais que peut-être le danger d'une petite distribution, c'est que tu peux être trop dans ton fun puis oublier des fois que tu fais pas le produit juste pour toi, mais aussi pour une clientèle. Tu sais, alors que des gros vont le faire pour la clientèle, puis ils vont dire oublie ton propre besoin, on veut plaire à du monde qui vont l'acheter. Des fois, les autres vont dire je veux me plaire à moi, puis tant pis, ceux qui aimeront ça, ils vont l'acheter, puis des fois ça floppe là. Il y avait une vidéo de. Excuse. Ça, dans le fond, c'est juste pour finir. Dans le fond, des fois, ils font passer de playtest parce qu'ils disent ils ont pas besoin, c'est parfait parce que c'est leur projet. Puis c'est ça qui est l'erreur, là. Puis les playtests, ouais, ça, je trouve que c'est la force des plus grosses compagnies, mais encore faut-il qu'elles en fassent suffisamment puis qu'elles soient à l'écoute de ce que leur communauté disent ou qu'elles se bâtissent des communautés puis qu'elles les écoutent parce que, tu sais, on a parlé de Song of Fire and Ice, puis là, tu fais comme, l'avez-vous testé, votre Christ Sure? Tu sais, alors que. Mais il y avait. Ça, je veux dire, il y a une vidéo d'Ibashu qui genre, pour faire référence un peu à ceux qui créent des jeux pour eux-mêmes, là. Mais tu sais, il disait, tu sais, tous les auteurs manqués qui veulent faire des genres de romans fantastiques, qui créent des jeux de rôle, ils mettent un système de merde, puis tout ce qu'ils veulent, c'est pousser leur univers créé, tu sais. Ouais, et puis que c'est genre des jeux de rôle de merde, là.
C'est ultimement. Ce qui est important, c'est de mousser l'univers pour qu'ils vendent leurs livres, finalement. Ben, juste des gens qui croient à leur univers, tu sais, puis à leurs rêves, puis ils ont le droit de croire à leurs rêves, là. Mais n'empêche que ça fait pas des produits intéressants d'un point de vue extérieur, tu sais. Fait que il y a quand même cette blague-là un peu, là, des fois, il y a des jeux où tu te dis, hey, y as-tu joué? Tu sais, des fois aussi, il y a des jeux qui sont très, très, très ciblés, dans le sens que si tu as joué une fois, tu ne rejoues pas deux fois, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. T'as fait le tour très vite, là, du produit. Ouais. Et ça peut être une faiblesse d'une petite distribution. Il y a l'owner qui a marqué c'est correct de rester petit. Chris McDowell est depuis 4-5 ans à temps plein comme game designer. 5 publications, des Ennies et aucun employé. C'est quand même une bonne chose. Puis oui. Ludo, on start ça. Il dit je crois à mes rêves et je rêve de Philippe chez nous. Je suis déjà venu te voir une fois, là. Tu t'en veux encore, c'est ça? Une fois où on aura le temps de jouer, c'est ça, je suppose. Hein? C'est ça. Ouais, ben c'est tout. En effet, c'est vrai, tu sais, tu peux avoir des one-man army aussi qui fonctionnent puis qui roulent puis tout. Mettons, on se le cachera pas. Aussi Alexandre Kobayashi, là, qu'il en sort beaucoup, que là, il a justement sorti Stargazer, qui a récolté plusieurs milliers de dollars sur Kickstarter. Un petit jeu bien simple, un hack un peu pour jouer à des équivalents de Star Wars-esque, un peu très simple. Il a été capable d'aller chercher quelques milliers de dollars. Tout était prêt ou presque, puis son Kickstarter, c'était juste pour... Il attendait d'avoir assez de monde pour le partir, pour avoir un revenu suffisant. Puis plus il avançait, plus il allait donner des petits suppléments gratuits pour le Kickstarter qui, après ça, vont être payants. Non, je comprends que ça peut se faire. C'est ça que j'allais dire. J'étais justement en train d'essayer de chercher Chris McDowell. Ça me disait de quoi? Merci, l'owner. C'est Into the Odd, Electric et Mystic Bastion Land. Deux jeux de Wargame. Pour ceux qui ne savent pas, mais c'est juste un Mythic Bastion Land. Là, c'est intense, ça, c'est quelque chose. Hein. Je viens de googler Stargazer, justement, c'est 56 000 Canadiens qui ont ramassé, là. Ouais, ça a monté vite. Ça a monté très vite. Mais tu sais, ça vient avec le nom aussi. Tu sais, Alexandre Kobayashi, là, ça a commencé avec des petits jeux bien simples, puis ça a explosé un peu plus avec Stricia, puis ce qui a vraiment le propulsé au niveau un peu plus international, ça a été Black Sword Act, la première version, puis après ça, Fléau, puis après ça, il a refait Black Sword Act avec les Merry Marshmen, puis etc. Là, mais tu sais, on dirait qu'il y a toujours un point à un moment donné, là. Mais il y en a des fois qui mettent tellement de temps et d'énergie que c'est un nom que tu connais pas. Puis comme un ton Chris McDowell là, avec Into the Odd puis Electric Bastion Land, que ça a ça a sorti de nulle part. Ce qui les a fait remarquer, c'est surtout c'est que lui, il décide beaucoup, puis il a tout appris pour faire ses jeux. Puis, mais hey, faut avoir du temps et de la volonté. Là. Ces personnes-là, je les applaudis. De tout faire soi-même là, à 100%. Chapeau. Mais sinon, ça serait quoi les désavantages, les plus gros freins à avoir une petite distribution ou un nom moins connu? Je sais qu'on en a plusieurs en tête, là, mais selon vous, ce serait quoi, mettons, les 2 ou 3 plus gros là, désavantages? Je pense que ce que je viens de parler justement sur le côté playtest, faire des vérifications, avoir des avis. On demande tout le temps à nos amis qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, c'est vraiment cool, tu devrais être un peu, demander à d'autres personnes que des amis ou des gens impliqués, c'est important. Quand tu as une petite distribution, des fois, si tu demandes à tes fans de playtester, tes fans, des fois, peuvent avoir le tunnel vision aussi. Fait que, aller voir sur plus que ton public cible pour attirer de nouveaux publics, je pense que ça peut être ça la faiblesse là, des petites distributions. Ils ont leur clientèle niche qui sont déjà prévendus, puis ça va probablement pas sortir de cette niche-là. Là. Mais en même temps, playtester puis playtester pareil aussi, là. Parce que même si c'est ta niche, ils peuvent avoir différents styles de jeu, différents. Très bon point aussi, très bon point. Fait que ça, c'est ça. Ils ont moins accès. Ils ont moins accès. Ouais, ils ont probablement moins accès quand même à un bassin de monde pour playtester. Tu sais, on parle de budget aussi, là. Les plus petites compagnies. Peut-être moins de chances de avoir des belles illustrations, tu sais, dans la qualité du produit, il y a ça, il peut y avoir des délais des imprévus délais de livraison, si on parle de Kickstarter aussi, là. Tu
sais, comme mettons les Kickstarter, ben moi je regarde toujours justement c'est quoi la compagnie, c'était quoi les commentaires sur les. Tu sais, ça a-tu bien été les fois d'avant, mais c'est un peu ça aussi, là. Est-ce qu'ils ont tenu la parole sur les livraisons des projets? Ouais, c'est vrai que juste le budget représentation, marketing, ça y fait, là. Tu sais, j'essaie de me rappeler, là, mais dans un article que j'avais vu, c'était par rapport à Triangle Agency, tu sais, qui a quand même gagné des Ennies et tout, là. Ils ont dépensé des millions en marketing. T'sais, on se dit, ça sort de nulle part, puis c'est gros, puis tout, puis c'est comme genre, c'est merveilleux. Mais malgré le fait que ça a quand même beaucoup pogné, puis que ça a vendu beaucoup, puis que tout, il fallait que ça vende énormément, ne serait-ce que pour juste rembourser le budget en promotion puis en marketing qu'ils avaient investi pour leur Kickstarter, puis leur nomination, puis leur jeu, puis tout ça. Mais tu sais, tu te dis, ils sont pas gros, ils sont petits, puis on été capable de sortir cet argent-là. C'est comme, c'est ça, tu te dis, même si quand même des petits, il faut que tu aies rendu, il faut que tu investisses à ce point-là pour sortir du lot. Des fois, ça peut faire peur. Ça me fait rire parce que l'honneur demande quel aurait été le D&D de Jeremy Crawford sans aucune contrainte du marché ou d'actionnaire. Mais on va le savoir très bientôt, mon ami. C'est sûr que Daggerheart est déjà créé. Ouais. Il est déjà créé, c'est sûr, là. Mais, mettons, c'est ça. Mais je pense qu'il a dit qu'il ferait d'autres types de contenu pour Darrington Press qui n'est pas nécessairement Daggerheart, non? Ah, ça, je suis pas au courant. Mais tant mieux si c'est le cas. Si c'est le cas, on va l'avoir la réponse pour de vrai, t'as raison, Kérosène, puis je suis très curieux. Parce que, honnêtement, c'est. Crawford, là, c'est pas mal. D&D, pour moi, c'est lui. Puis ça paraît depuis que Hasbro s'est mêlé de la chose, quel point il fait des choses pour Hasbro et non plus pour sa passion. Tu sais, avant, il écrivait, il répondait sur Twitter, il faisait des sage advice où est-ce qu'il allait clarifier des choses puis qu'il s'impliquait. Là, maintenant, il fait un système de règles que personne n'a voulu. C'est comme aucun des fans voulait vraiment de 2024. Il y a des bonnes choses en 2024. Mais je serais pas prêt à dire que 2024 est meilleur que 2014. Est-ce que 2024 va devenir la 4e édition, mais de cette génération-là? Est-ce que c'est juste une question de timing ou de mood? Là, tu viens d'ouvrir une grosse boîte de Pandore. Oui. Je pense que ça serait un super sujet intéressant pour une prochaine discussion parce que ça va avoir un... Il y a beaucoup à déboîter là-dedans, là. Ouais, non, c'était une fausse question ouverte parce qu'effectivement, il ne faut pas rentrer là-dedans. Ouais, on a déjà un petit peu parlé aussi si vous allez voir les précédents podcasts. Je vais juste conclure avec, parce qu'on va bien. Une dernière question avant qu'on passe à la phase co-création. Avez-vous des concepteurs, conceptrices, auteurs, autrices préférés ou qui sont incontournables? Ou bien est-ce plus des maisons d'édition qui viennent vous chercher ou des équipes? Y a-tu genre un nom que tu dis hey, moi c'est ça j'y connais bien ou c'est plus comme une gang, un Free League, un Darrington. Ah, c'est ça, j'allais dire des comptes et des dés! Écoute, lui, je prends tout ce qu'il fait. On prêche pour la paroisse. Ça me rend la casquette juste pour nos rencontres. Y a-tu des casquettes sur ta boutique que tu viens de lancer? Elle n'est pas encore lancée, là, mais c'est que je vais en mettre. Ça fait 2 personnes qui disent y a-t-il des casquettes? J'ai dit oui, d'accord. Oui, il faut les montrer. Ouais, je vais mettre ça. Moi, pour répondre rapidement à cette question-là, je suis pas la bonne personne pour y répondre parce que justement, je n'ai fait que du D&D, World of Darkness, puis un peu de Warhammer. Fait que tu sais, Ça, c'est mon shame, là. Je suis mêlée, là. J'achète des jeux, puis je me rappelle pas c'est qui les a fait. Je suis comme, il était le fun, celui-là. Je serais. Je ferais vraiment, je découvre des trucs, puis que je sois plus cohérente sur. Parce que des fois, là, j'y retourne, je suis genre, oui, je l'ai aimé, celui-là. Puis là, finalement, moi, je suis genre, il y a des trucs que j'ai achetés 2 fois, qui je me rappelle. C'est pas si rare. Faut que je commence à faire attention. Mais tu sais, je me dis, regarde, tant mieux. Je l'ai encouragé 2 fois. Ça m'a convaincu à 2 années d'intervalle. Mais tu sais, c'est pas des trucs chers, là. Mais bref, tu sais. Puis des fois, tu y retournes, puis là, tu fais comme, ouais. Genre, là, moi, j'ai Gradient Descent que je veux refaire.
qui est fait par je me souviens plus qui, mais ils ont fait un module, je pense, de Mothership ou j'ai SlowQuest aussi qui a fait un module de Mothership. Tu sais, la backlog est tellement longue que des fois je me dis il faudrait juste que je joue. Il y a tellement d'affaires à essayer, mais je sais plus c'était quoi la question. Ouais, c'est sûr que si tu rentres là-dedans, des fois, il y en a que c'est assez intense. Là. Ils sont. Pas juste ça, c'est que des fois, il y a des auteurs ou autrices là, qui font un produit de qualité, mais qu'on s'entend là, explorer le contenu de son produit, ça peut te prendre des mois. Ouais, comme les Vault of Varn puis Gradient Descent, tu sais, ces affaires, ces espèces de méga donjons, ces gros projets-là qui sont. C'est malade, c'est fou. Tu regardes ça, mais tu te dis, y jouer, c'est long. Puis après ça, le temps que tu finisses de jouer, tu te rends compte qu'il a publié 2 ou 3 autres affaires. Comme genre... Tu sais, mais il y a des trucs genre, comme là, j'arrête pas d'en parler, Gauntlet, parce que c'était ma découverte de l'année passée, là, je veux dire, avec Public Access, mais ce que j'aime, c'est que les livres sont bien faits, puis ça tient sur une feuille, c'est aucune préparation requise, ou presque, là. Je vois que t'as catché comment ça marche, là, on va le dire. Puis, ben, tu sais, t'as pas d'univers à découvrir, ça fait des aventures inoubliables. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis en mode, le faut que je les achète, faut que je les fasse. Ouais. C'est un peu ça, là. L'honneur, il mentionne, lui, c'est juste des noms, c'est pas des maisons, mettons comme Chris McDowell, qui est pour lui le meilleur designer. Il y a aussi tout ce que fait Luke Gearing, Joanne Noor comme il est artiste. Ouais, Joanne Noor, c'est quand même un gros nom. Puis Luca Reject, que j'aime bien. Luca Reject. J'admire ça parce que j'ai aucune mémoire pour les noms. Puis je pense que c'est là que ça me fâche. J'aimerais ça mieux m'en rappeler. C'est comme les films, des fois tu te dis, mais ce film-là, t'es donc bien bon. Puis là, tu vas voir c'est quoi le nom de cette personne-là, voir c'est quoi les autres films qu'il a fait. Mais même affaire. Je suis coupable, moi aussi. Je te comprends. Je suis coupable de ça. Je suis comme genre, oui, tu sais, là, lui. Comme... Puis là, des fois, tu dis, Keith Baker pour. On start ça. Oui, Keith Baker, lui, c'est Eberron. Ça, je m'en rappelle. Mais ouais, un autre, ça, qui s'en va chez Darrington. Le petit réalisateur indie, là, tu sais, Tarantino, là. Peut-être commencer de même, mais ça l'est plus. C'est un bon réflexe de se rappeler des noms. Tu te dis, j'aime les systèmes qu'il a fait, puis s'il collabore avec d'autres. Surtout quand on parlait tantôt de plus grosses compagnies, mais des fois, ces artistes-là, on le sait plus son où. Tu sais, il y a un roulement, mais si tu dis, moi, j'aime ce que cette personne-là apporte, ça vaut le coup de suivre les noms aussi, là. Ouais. Je pense que ça va être une de mes résolutions. L'année passée, j'ai mes résolutions rôlistes. Je me suis dit, je prends en note mes parties de jeu de rôle. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, quand tu fais ta rétroaction de l'année, là, tu te souviens-tu combien de jeux tu as joué, combien de parties tu as fait? Puis je vais prendre ça en note. Ça va me permettre en même temps de dire, je fais-tu juste du D&D ou je fais autre chose? Je pense que je vais commencer ça aussi. Là, c'est quand je rencontre quelqu'un ou que j'entends parler de quelqu'un, puis je dis, ça vient me chercher de le prendre en note. Puis pas juste me dire, puis j'irai retourner voir la vidéo YouTube que je fais jamais. Là. Ou des fois, tu dis, oui, là, tu veux le chercher, mais tu t'en rappelles plus, fait que tu sais plus où chercher. Tu peux pas chercher sur Google jeu de rôle avec un design bizarre. Tu vas en avoir un peu. Ouais. Ce que je trouve aussi, c'est que dans les discussions comme on a là, ou écouter celles des autres, on va le dire de même, puis là, je parle de Pépé, mais d'autres personnes aussi, c'est des fois les noms qui ressortent, ou comme même nous, c'est pas la première fois, on parle de jeux, puis je m'en vais voir après. Je trouve que c'est aussi une belle façon de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas pensé. Définitivement. Être ouvert à en discuter avec les gens, c'est là qu'on fait des belles découvertes. Puis, honnêtement, j'adore être un joueur dans des settings que je connais pas, justement, Public Access. Ça, c'est Gauntlet qui fait ça, c'est ça que je comprends. J'avais jamais entendu parler de ça avant, puis honnêtement, c'est vraiment cool, puis j'aimerais ça rouler une campagne de Public Access. Tu me donnes le goût de la faire par la suite, tu sais. Ah ouais, et puis c'est une petite autre histoire, c'est vraiment le fun. Par curiosité, Philippe, dis-moi donc, c'est quoi le résultat de tes statistiques? Tant qu'on en a parlé. De combien de games t'as fait là, à date? C'est plus du Donjon Dragon? As-tu accès à ça rapidement, tu sais? Moi, t'as trigger mon sondage que j'aime ça, là. Les sondages, je les ai pas finis. Ouais, c'est trop loin. J'ai pas fini, non, mais j'ai pas le résultat. J'ai une page et à peu près
3/4. Demain, je vais en rajouter une parce qu'on joue en public access, c'est Oui. ça. Mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de D&D 2024, on se le cachera pas, parce que je fais une campagne qui n'est pas encore diffusée avec des personnes. On fait Vecna Eves of Rune. Fait que une fois par mois, je joue à ça. Fait que c'est sûr que ça augmente vite. Public Access, on s'entend, je joue une fois par mois aussi, à peu près. Mais j'ai quand même joué du Cyborg, du horreur liminal à plusieurs reprises. J'ai joué bien sûr à Pirate Borg, du Fable Obscur. J'ai essayé Aubépine de Denis Plante, qui va d'ailleurs le faire tester à Draconis. Puis c'est un des MJ de jeu rôle depuis 2 ans maintenant. J'ai joué à Weizen aussi, parce qu'on a commencé une mini-campagne de Weizen. Tu sais, c'est des petites affaires de même, puis je me sais ça. Puis j'ai joué un peu à Let Us Build a Tower. Mais je me rends compte que, tu sais, je joue un peu plus. Peut-être que je sais pas si c'est cette année versus cette année passée. L'année passée, j'avais vraiment l'impression que je jouais pas beaucoup. Mais cette année, vu que j'ai comme des games programmés, ça sort plus. Mais ouais, vraiment à la fin de l'année, là, quand je vais arriver dernier jour de décembre, je vais pouvoir t'envoyer toutes les belles statistiques si tu veux, Caro. Mais en même temps, ça permet. Mais ce qui serait cool, là, je m'étire sur ton mandat, mais tu pourrais aussi faire une phrase, tu sais, ton appréciation de ces systèmes-là ou de ces settings-là. Tu sais, par exemple, moi, j'ai joué à Lovelace Resort. Ça, c'était mes games de horreur liminale cette année. Très le fun. Qui est disponible sur le HIO des comptes et des dés. Et bientôt en physique. Et c'est le fun aussi d'avoir du feedback des fois, tu sais, de dire c'est un système qui est plus pour ce genre de game-là. Puis. Je pense que c'est une bonne idée que je vais savoir ce que tu penses, tu sais, de tout ce que tu t'as nommé, tu sais. Ouais, je vais pouvoir faire ça avec un review à la fin de l'année. Pas mal, c'est une bonne idée de pas juste sortir les stats, mais sortir aussi l'appréciation et autres. Là. Mais tant qu'à se donner la peine de le faire comme tu le fais, tu sais. Ouais. Il y a une richesse là-dedans. Là, oui. C'est une expérience, surtout, puis c'est de l'exploration. Puis je me dis en même temps, ce que j'aime là-dedans, c'est autant plaisir en tant que maître de jeu. Il y a la majorité de tout ça, je suis maître de jeu, sauf pour Vecna, que je suis joueur. Puis avec Public Access, qu'on voit à tous les mois. Mais en même temps, ça me permet de voir des choses. Puis en tant que aussi game designer, ça me permet d'explorer des affaires, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Puis je trouve que c'est bien aussi de vivre de la variété. Puis ça permet d'apprécier aussi peut-être quelque chose. De dire, je sais pas, ça me tente pas. Puis là, tu joues à d'autres jeux, puis tu reviens à l'autre. Puis finalement, c'est peut-être mieux. Tu penses des fois. Par aimer aussi. Puis je pense que quand tu as déjà créé des jeux de rôle, tu sais, quand tu as fait l'exercice, ça t'amène à te positionner sur une foule de mécaniques. Tu sais, tantôt, j'étais genre des stats, roll under, tu sais, parce que tu te positionnes sur l'impact que ça a sur le jeu ou genre, ça, j'aime ça, tu sais. Puis c'est pour ça que, dans le fond, j'ai acheté compulsivement Daggerheart, mais ça t'amène à. C'est le fun d'essayer des trucs parce que ça t'amène aussi à trouver des bonnes idées sur un paquet de choses. Le feedback des gens aussi, tu sais, comme. Il y a des décisions que j'ai prises pour Fable Obscur qui viennent de personnes qui m'en ont parlé ou autre. Puis, tu sais, comme Ludo, il m'a quand même posé plusieurs questions. Pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi tes compétences, tu les as faites comme ça? Tu sais, il me challenge quand même un peu, puis c'est super cool. Parce que ça m'a aidé aussi de mettre en mots ce qui est comme un peu en arrière pour l'expliquer. Puis, une des raisons que je vais dire, c'est qu'il dit pourquoi est-ce que tu aimes ça, les scaling de dés, puis tout, un peu comme le vieux système Cortex. Il y a une des affaires, c'est que ma conjointe, elle aime ça rouler plein de sortes de dés différentes. Fait que, voilà. Il y a fun à ça, ben oui. Ben oui. Tu sais, les Dice Goblins de ce monde. Tu sais, les Dice Goblins de ce monde, là, qui aiment pas. Tu sais, que les Roll Under, c'est que tu fais juste quasiment tout le temps rouler juste un D20. Ou les systèmes D6, que tu fais juste rouler des D6. Ben, moi, dans Fable Obscur, je m'arrange pour que tu utilises quasiment au moins une fois par partie chacun des dés. Il y en a que tu vas utiliser plus que d'autres, là, on se le cachera pas. Là. Mais ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Ben puis oui. on parlait de petites communautés et tout. Là. Je vais faire un petit shameless plug. Là. Si jamais vous voulez tester Fable Obscur, là, puis pas nécessairement que ce soit moi qui l'anime, parce que vous voulez le lire puis animer une table de jeu. Parce que c'est ça aussi des fois, avec les playtests. C'est moi. Moi, je le connais bien, mon jeu. Fait que c'est facile d'animer. C'est facile de me dire, c'est bien écrit, c'est facile à expliquer. Tout. Mais j'ai besoin aussi de quelqu'un qui veut le maîtriser puis qui me dise, c'était-tu facile à maîtriser? Un autre exercice aussi, j'ai trouvé, c'est que quand tu as la richesse de pouvoir le faire, là, c'est quand tu es joueur avec ton système. Oui, c'est vrai.
tu sais, Tu vois le les fun, faiblesses. t'attends ton tour ou t'es comme ben ça, tu vois, ça m'a pas excité comme joueur. T'as vraiment une autre perspective aussi, je trouve. Mais il faut que t'aies quelqu'un qui veut. Là. Moi, j'ai eu la chance, un de mes amis, qu'on l'a essayé, puis je sais que ça m'a fait changer 3-4 affaires. Là, c'est le fun, ça aussi. C'est vrai, c'est pas pareil d'être derrière l'écran puis d'être de l'autre côté de l'écran. là. C'est vrai, ça donne une perspective différente. Puis des fois, ça te permet aussi, vu que t'animes pas, t'es plus en mode écoute. Tu peux entendre des fois un peu plus les commentaires, tu peux observer la réaction des gens. T'es moins en mode, quand t'es maître de jeu, là, tu réagis tout le temps, tu regardes tout le temps, tu es tout le temps en action. Mais comme tu dis, la période d'attente, les silences, les discussions, c'est vrai que c'est des moments précieux, ça aussi. Parce que ça aussi, dans les jeux de rôle, des fois, les silences, ça peut être quelque chose de pesant. Des fois, c'est fun, mais des fois, ça l'est pas. C'est ça. Mais je me mets une note, je vais essayer de voir. Là. Petit détail aussi, vu qu'on se posait la question, on a un Caro qui a posé la question à Phil, j'aimerais vous la poser à vous tous dans le chat. J'ai mis un sondage. Donc, si jamais ça vous tente d'aller regarder ça puis de voter, combien de jeux de rôle différents vous avez joué durant la dernière année? Donc, est-ce que vous avez eu la malchance de ne jouer à aucun? Hein? Vous n'avez pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit cette année? Est-ce que vous avez joué à un seul système? Probablement Donjons et Dragons, s'il y en a juste un, mais en tout cas, c'est pas grave. Plus qu'un système, donc 2, 3, ou tellement que vous n'arrivez même pas à compter combien vous en avez fait. Ou 4 et plus. Ah, cool. Ouais, c'est ça, je peux même pas compter, c'est le 4 et plus, c'est ça? Exact. Ah, ok, c'est ça, j'ai voté la bonne affaire. Vous pouvez voter, tu sais, même si tu sais que t'en as fait 7 différentes, t'as le droit de voter, je peux pas compter, c'est plus pour la blague. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes ici là, qui raffolent d'essayer les nouveaux systèmes. Donc, c'est par pure curiosité. Tu sais, on se le dit, là, mettons, moi, je parle beaucoup de plein de systèmes pis tout ça, mais surtout à Donjon Dragon, là. Ouais, on est encore pris là-dedans, pareil, là, peu importe ce qu'on dit, là. Puis c'est le fun, là. C'est bien le fun de jouer à Donjon Dragon, là. C'est ton comfort food. Ben, Donjon Dragon, c'est pas que c'est plus... c'est pas que Donjon Dragon est plus bon. C'est juste qu'il y a tellement de produits maintenant, puis des gens comme moi qui l'ont fait depuis tellement longtemps, ben, on est prêt à essayer autre chose. L'honneur, minimum, c'est ton année de one-shot, minimum un par mois avec un nouveau système. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Il faut oser. C'est ça qui est le fun, tu sais, dans les gangs, quand il y a plusieurs personnes qui sont des maîtres de jeu. S'il y en a un qui est comme, bon, je reste à Donjon Dragon, parfait. Tu sais, on trouve l'équilibre. Ouais, t'as celui qui essaie tout le temps plein d'affaires, puis tu sais. L'honneur, je suis pas mal certain que c'est le maître de jeu à chaque fois, par exemple. Ah, ouais, là, tu sais. Quand même, c'est quand même surprenant. Il y a 6 personnes qui ont répondu, puis 4 sur les 6, c'est 4 et plus. Puis il y a personne qui a compté, qui a voté un système. C'est dur aujourd'hui de jouer juste un système. À la limite, Pathfinder, Donjon Dragon, ou tu sais, Donjon Dragon puis Marvel, tu finis ton Ils ont aussi des gens qui ont une job, des enfants, puis qui n'ont pas de temps à jouer à autre chose qu'une seule campagne une fois aux 5 semaines quand ça ne pas. Là. Twiki qui fait du jeu vidéo tout le temps. Ouais, c'est ça, tu sais. On n'est peut-être pas la norme, nous autres, ici, assis à la table virtuelle. Ouais, Phil, quand même. Une famille, oui. familiale. Ouais, mais je veux dire, il roule sa propre chaîne YouTube puis il anime plein de... Enfin, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas la norme. Plein de contenu. C'est ça, il a sa propre boutique qui va vendre des casquettes en plus, tu sais, je veux dire. C'est peut-être pas la norme du gamer de jeux de rôle, mais c'est correct, c'est le fun d'avoir différentes... une fois qu'on est pigé. Mais c'est ça, Private, toi, tu joues dans la campagne de Dynasty, fait que tu joues à Donjons et Dragons. Fait que toi, tu peux voter un système. Mais si tu joues à d'autres... Private, c'est comme ça que c'est comme ça que Nice les DM. Oui. Quand t'es tanné de pas avoir assez de game, t'apprends. Là, ce qui arrive, Private, c'est que tu vas commencer à rouler ta propre campagne. Puis si tu t'inspires puis tu copies Dynasty, c'est pas grave, tu vas rouler ta propre campagne pour tes enfants à cette heure. Ah ouais. C'est là que tu vas te rendre compte que être maître de jeu, c'est le fun. Juste clôturer ça avec des petits commentaires que les gens ont laissés. Ludo dans sorti ça que lui a dit Fable Obscure, D&D, Dragonbane, Daggerheart, Shadowrun, Anarchy, Legend in the Mist, Pirate Borg, Pathfinder 2. C'est quand même un bon line-up pour. Puis l'année n'est même pas finie. J'espère que tu as tout DMé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a quasiment tout DMé. Max Noël Bass, il a dit que son gros coup de cœur, lui, de cette année, ça a été Hot Gun.
j'ai entendu dire que c'était le successeur de Feng Shui, dont je ne savais pas qu'il existait. Alors j'ai acheté le PDF par curiosité et moins de 4 heures plus tard, j'ai commencé à masteriser mon premier one-shot du truc. Wow, OK. Ça, c'est de la prise en main express. Bravo. Bravo. Ouais. Hot Gun, ça, moi aussi, j'ai juste lu beaucoup des résumés puis tout, puis j'ai regardé un peu pour du scénario d'action puis qui est punché, rapide, puis il y a de l'exécution, là, c'est assez solide. J'en avais d'ailleurs parlé dans mon montée de niveau avec Pépé comme manière de simuler GoldenEye en version jeu de rôle. Qu'on avait fait notre comment remettre les années 90 et 2000 dans des jeux de rôle. Fait que ouais, je suis d'accord avec toi, Max Nalbas. L'autre truc pour On Start ça qui dit Yup, je suis DM Forever. L'autre truc, c'est que là, si t'as des DM comme joueur, ils vont devoir t'inviter après. Fait qu'il y a un retour de balancier. Oh, c'est astucieux, ça. C'est astucieux. Fait que là, Private, il peut investir dans ses enfants pour qu'à Mané, il roule les campagnes pour lui.